Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, Seven's Rank. J'insiste à nouveau sur la reconnaissance qui est la mienne à l'égard des abonnés de cette chaîne, à qui j'adresse une nouvelle fois mes remerciements. Si vous aussi, vous désirez manifester votre soutien à ce travail, je vous invite à vous abonner, non sans laisser un pouce bleu sous la vidéo, garant de votre appréciation de cette démonstration. De même que Voltaire ne pouvait écrire sans son chat sur les genoux, je ne peux pas jouer aux échecs sans mon fou du roi. Il n'y aurait pas de meilleure citation, extraite de l'excellent livre La fabuleuse histoire des joueurs d'échecs de Nicolas Giffard, pour brosser le portrait du dogmatique précepteur guermanier, l'allemand Siegbert Tarrasch. Né en mars 1862 à Breslau, en province de Silésie, et mort à Munich en février 1934, Tarrasch était l'un des meilleurs joueurs de son époque. Celui qui donna son nom à une variante bien connue de la défense française s'imposa comme le chef de file de l'école classique des échecs, dont les principes intangibles d'occuper le centre avec des pions, sortir ses pièces sans bouger deux fois la même dans l'ouverture ou roquer le plus rapidement possible dans le but de mettre le roi à l'abri, font toujours foi, quasiment un siècle après sa mort, dans les écoles et les clubs d'échecs, auprès des joueuses et joueurs récemment initiés. Tarrasch eut des ennemis dans sa carrière, comme son pragmatique compatriote Emmanuel Lasker, contre qui il perdit un match de championnat du monde en 1908, ou les tenants d'un nouveau courant montant, les hypermodernes, critiques des principes du jeu classique évoqués précédemment et dont nous reparlerons prochainement. Parmi eux, un certain Richard Reti, qui mit fin à 8 années d'invincibilité du troisième champion du monde, José Raúl Capablanca. Mais ici, Reti va ployer et céder sous la technique sans faille d'un Tarrasch inspiré, dans l'une sans doute des plus belles fins de partie jamais jouées. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors dans cette partie, jouée à Vienne en 1922, Tarrasch a les blancs. Nous sommes au coup numéro 29 et Reti vient de jouer le coup Dame E6. Bon. Et dans cette position, j'ai envie de vous dire, que feriez-vous? Et avant que vous mettiez la vidéo sur pause comme je vous le recommande, il y a une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous, une petite image que j'aimerais partager avec vous. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des lectrices et lecteurs d'Agatha Christie. Quand j'étais petit, j'en étais un à fond. Et Agatha Christie, eh bien figurez-vous, elle m'a beaucoup aidé pour m'améliorer aux échecs. Ah, alors comment ça se fait ça? Eh bien il y a un roman d'Agatha Christie, Le couteau sur la nuque, où le personnage principal c'est Hercule Poirot, et la victime, Lord Edgware, a été assassiné. Et Poirot, flanqué de son fidèle ami le capitaine Arthur Hastings, discute un moment avec celui-ci de la façon de mener l'enquête pour arriver à démasquer le ou la coupable, et Hastings, pour troll Poirot, pour le taquiner, il se pose dans un fauteuil, il prend une attitude un peu enorgueillie, un peu bonhomme, et il dit « Qui a tué Lord Edgware ?» Et là, c'est le tollé. Poirot lui dit « Mais enfin, Hastings, vous êtes fou, est-ce que c'est une façon de réfléchir ?» Et alors, Poirot, il dit « Il faut nous poser des questions pragmatiques, des questions qui nous permettent de jalonner l'enquête petit à petit, mais de partir du réel pour être sûr d'arriver au résultat. » Et il commence à sortir un papier où, par exemple, il y a noté pourquoi Lord Edgware a-t-il changé d'avis au sujet de son divorce, et il pose des petites questions concrètes comme ça à Hastings, qui sont finalement beaucoup plus efficaces en soi que de se demander simplement qui a tué Lord Edgware. Dans cette partie, dans cette position,
eh bien je vous propose de faire la même chose. Si vous me dites comment je gagne, moi je vous répondrai, il suffit de faire échec et maths. Bon, et vous ne serez pas plus avancé. Si par contre vous vous posez les bonnes questions, et il y en a plusieurs à se poser, là vous verrez, vous trouverez fatalement des réponses, peut-être les bonnes, peut-être pas, mais vous aurez beaucoup plus de chances de trouver les bonnes réponses en vous posant les bonnes questions que en naviguant dans le vide. D'accord? Donc je vous propose de mettre la vidéo sur pause et on se revoit juste après. Alors ok, j'espère donc que vous avez mis la vidéo sur pause et que vous avez réfléchi. Dans cette position, il y a plusieurs questions qui, moi, me sautent aux yeux à nous poser. La première, je vous ai dit que Dame 6 vient d'être jouée par Richard Reti. Alors, posons-nous une question simple, pragmatique. À qui profite l'échange des dames? Si j'échange les dames avec les blancs, est-ce que ça m'avantage ou non? Bon. Est-ce que je retire ma dame? Est-ce que je laisse ma dame échanger sur E5? Bon. Qui a la meilleure pièce mineure? Les noirs ont le cavalier, les blancs ont le fou. Alors, c'est laquelle la meilleure? Bon. Laquelle a le plus grand rôle à jouer? Laquelle va être la plus active? Laquelle est déjà la plus importante, selon ce que vous voyez? Pensez réel, pensez à partir du réel. Des deux tours qu'il y a ici, laquelle est la plus active? Des deux rois que nous avons sur l'échiquier, lequel est le plus actif, ou en tout cas, lequel peut être le plus facilement activé? Et à partir de ces petites questions, vous allez voir que vous allez construire un raisonnement qui ne peut pas être faux, puisque vous partez du réel, vous partez de la position. Et à partir de là, vous avez toutes les chances d'arriver au résultat. Ok, et maintenant j'ai assez parlé, donc je vous propose de passer à la partie. Ici, Dame 6 a été joué. Bon, comme vous l'avez vu d'après le titre, on transpose dans une finale, puisque nous ne sommes pas tout à fait encore en finale, d'accord? Et Dame prend E6 a été joué. Alors je précise qu'il y a le même rapport matériel, mais ça, c'est une question que je ne devrais normalement pas avoir à vous dire. Vous devez vous-même regarder la position et identifier le matériel respectif en vous disant, bon là, s'il y a un pion de moins, je vais peut-être jouer plus prudemment. Là, si j'ai un pion de plus, je peux me permettre un peu plus de fantaisie. Bref, ça, c'est un travail que vous avez vous-même à faire. Ici, Dame prend E6 a été joué. F prend E6. Ah. Alors, si on regarde juste avant, on voit que les noirs ont une moins bonne structure de pion, puisqu'il y en a un ici en D5 qui est isolé, et deux ici en F7 et F5 qui sont doublés. Oui, mais, Tarrasch renonce à un avantage, celui de la meilleure structure de pion. Pourquoi? Pour attirer le pion F sur E6. Et maintenant, regardez la puissance de la tour sur une septième rangée. On a 7th rank. D'accord? Maintenant, cette tour est extrêmement active. Possibilité pour elle de venir avec son fou pour faire un échec au roi, d'accord? Possibilité encore pour ce fou de bloquer le roi noir. Vous voyez que maintenant le roi n'a plus aucune case, d'accord? Bon, est-ce que ça vous convainc que l'échange des dames était finalement raisonnable pour les blancs? Maintenant, les blancs troquent l'avantage de la meilleure structure de pion pour un autre, celui de l'activité des pièces dont je vous parlais la semaine dernière pour Morozevich. Enfin, dans la dernière vidéo avec la partie de Morozevich.
Ok. Que dire maintenant des pièces noires? Alors comme je le disais, ce roi, impossibilité pour lui de bouger, d'accord? Cette tour, beaucoup moins active que la blanche, et ce cavalier, ma foi, beaucoup moins actif, en tout cas utile à première vue que le fou, qui empêche au roi noir de s'échapper vers F8. J'espère que ces commentaires vont vous convaincre que les blancs sont ici mieux, que les blancs ont un avantage énorme parce que positionnel et donc durable. D'accord? Donc maintenant, voyons comment Tarrasch a concrétisé cela. Il va commencer par jouer le coup tour G7 échec. Alors, pourquoi l'utilité de cet échec? Eh bien, Tarrasch vient attaquer le roi noir avec l'idée que si le roi vient en F8, maintenant il y a ce qu'on appelle un échec à la découverte. On enlève une pièce de devant une de nos pièces amies qui elle-même va s'occuper de délivrer un échec au roi. Et quand le roi doit bouger pour parer cet échec au roi, d'accord? Eh bien, le temps investi par les noirs va être utilisé par les blancs pour venir prendre la tour et les blancs ont une pièce de plus. Donc, une partie gagnante est forcément gagnée. Ok? Donc, Tarrasch va commencer par le coup tour G7 échec. Ok. C'est donc roi H8 qui a été joué. Le coup est pour ainsi dire forcé pour ne pas perdre la tour A8. Ok. Et pourquoi Tarrasch a-t-il joué ce coup de tour G7 échec si le roi ne va pas en F8? Eh bien, la réponse, elle tient au fait que on cherche non seulement la meilleure activité possible pour nos pièces, mais on cherche également la plus grosse inactivité possible des pièces adverses. On essaie d'accroître le potentiel de nos propres pièces, mais aussi de mettre au plus mal l'activité des pièces adverses. Maintenant, le roi est poussé encore d'une case vers la bande, vers le bord de l'échiquier, sur le bord de l'échiquier. Il est donc moins actif encore qu'en G8 et il lui faudra un temps de plus pour revenir par G8 et s'il se libère, regagner le centre. D'accord? Puisque vous le savez, les rois en finale ont leur mot à dire. Bon, maintenant que tour G7 échec roi H8 a été joué, Tarrasch va jouer le coup tour E7, excellent coup. On a posté le roi dans un coin de l'échiquier et maintenant on vient taper sur le pion en E6. Ok, qu'a fait Réti? Il a joué roi G8. Ah, alors pourquoi n'a-t-il par exemple pas joué un coup comme tour A8? Alors ici la réponse elle est tactique. Il y aurait le coup fou G7 échec et fourchette. Donc on perdrait le cavalier. D'accord? Donc dans tous les cas, le pion ne pouvait pas être défendu. Donc il faut la mort dans l'âme le donner et autant essayer de jouer l'activité. C'est ce qu'a fait Sigbert Tarrasch. Il joue roi G8. Ok. Maintenant, qu'a joué Tarrasch à votre avis? Alors, mettez éventuellement la vidéo sur pause et si vous ne mettez pas sur pause, concentrez-vous bien. Qu'est-ce qu'a pu jouer Tarrasch à votre avis? Mais je vous recommande de mettre la vidéo sur pause. Ok, donc j'espère que vous avez joué le jeu et mis la vidéo sur pause. Alors ce qu'il y avait à voir ici, c'est que évidemment, on peut prendre un pion. Alors Tarrasch a-t-il fait? La réponse est non. Pourquoi ça? Parce que si on joue tour prend E6, on gagne un pion. Mais regardez maintenant, le roi vient en F7 et il retrouve de l'activité. Il retrouve un souffle de vie. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Et Tarrasch, il nous donne une vraie leçon ici. Enfin, il la donne à Réti, mais c'est une vraie leçon pour nous aussi. Bien 50 ans avant Morozevich, Tarrasch, il ne veut pas du matériel qui peut se contenter de gagner plus tard. Pour l'instant, le pion n'est pas défendu et ne va pas s'envoler. Non, il préfère garder le roi ici inactif et jouer un autre coup plus utile et se garder le pion E6 pour plus tard. Qu'a-t-il joué? F3. Ce coup
est appelée une prophylaxie. Alors, on l'avait vu dans la partie avec Morozevich, vous vous rappelez le petit coup H6 qui permettait de bloquer le pion blanc sur H5 et faire une case de fuite au roi. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la masterclass que Morozevich a donnée à Rogozenko. Ici, le petit coup F3 est une prophylaxie. Qu'est-ce qu'une prophylaxie? C'est un petit coup joué en prévision des menaces ou des possibilités adverses. À savoir, le cavalier, on voudrait, avec les noirs, le mettre sur E4 pour accroître son utilité. Ce serait une case centrale, après tout. Donc, on voudrait rendre notre cavalier plus actif et éventuellement venir taper sur C3. C'est une option. Que fait Tarrasch? Il l'interdit. Et vous voyez que Tarrasch, plutôt que d'aller grignoter du matériel, eh bien, il va préférer garder la tour sur la 7e rangée et garder le roi enfermé, et il va préférer garder le cavalier enfermé. L'idée dans les finales, c'est vraiment l'activité maximale de nos pièces et l'activité minimale des pièces de notre adversaire. D'accord? Retenez-le, c'est très important. Ok. Maintenant, cavalier E8 est joué. Pourquoi pas? Ça empêche des tours G7. Mais vous voyez que maintenant, toutes les pièces des noirs sont sur la 8e rangée, c'est-à-dire leur première rangée à eux, tandis que les deux pièces ici sont très actives. Celle-ci est sur la 7e rangée, donc vous comprenez maintenant l'idée de posséder la 7e rangée, d'accord? Et ce fou, on le voit, très utile, puisqu'il vient visser le roi noir sur les cases noires. Le roi ne peut plus y passer. Ok, maintenant, qu'a joué Tarrasch? Alors, petit conseil, aux échecs, on cherche à avoir le maximum de l'activité de nos pièces, d'accord? En tout cas dans les finales, mais j'ai envie de dire dans toutes les phases du jeu, mais surtout en finale, et on cherche l'activité minimale des pièces adverses. Mais l'activité maximale de nos pièces, ça veut dire toutes nos pièces, dont le roi blanc. J'espère que vous êtes d'accord. Donc, qu'a joué Tarrasch? Eh bien, il a joué le coup roi H2. Un coup qui ne se presse pas du tout. Et on pourrait croire que, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Peut-être des allers-retours. On ne sait pas trop. Bon, il a joué roi H2, sans se presser. Et vous voyez qu'il ne prend toujours pas le pion E6. Ok, alors, cavalier D6 a été joué. Est-ce qu'on prend le pion? Le pion en E6? Toujours pas. On joue tour G7, échec. Petit coup préparatoire. On pousse à nouveau le roi sur H8. Tour D7, attaque le cavalier, gagne un temps sur le cavalier. Qu'est-ce qu'il a joué Réti? Il a joué cavalier B5, attaque le pion. Bon, ma question pour vous maintenant, est-ce qu'on défend le pion avec fou D2? Bien sûr que non. Vous commencez, je pense, à comprendre. On veut garder l'activité maximale pour nos pièces. Donc, que joue Tarrasch? Il vient jouer roi G3. Il active le roi. Et vous allez voir que le roi va prendre part à la lutte pour les cases noires affaiblies. Et surtout pour venir porter le coup fatal. Ok. Cavalier prend C3. Ok, maintenant Réti a un pion de plus. Très bien Réti. Mais bon, moi, je m'en fiche, lui dit Tarrasch. Je continue mon inexorable avancée. Et c'est toi qui vas finir par perdre. Cavalier B5. Donc vous voyez que Réti n'a pas vraiment de perspective. Je note également que le roi étant en H8, maintenant on ne peut pas jouer des coups de tour. Alors imaginons un coup comme ça pour venir taper sur le pion G2. Il y aurait tout simplement tour D8
échec et mat. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une option. Donc là encore, une autre pièce est rivée à la défense de son roi, complètement passive. Donc ça, Tarrasch va en profiter. Donc cavalier B5 a été joué à la place. Ok, roi E5, continue l'avancée du roi, vient taper sur le pion E6 maintenant avec le roi, de telle manière qu'on pourra peut-être le prendre et se garder la tour sur la 7e rangée. Alors à noter que si on prend le pion, attention, peut-être tour E8 pour attaquer le roi, donc il faut faire attention, mais bon, dans tous les cas, la tour n'ira pas bien loin, puisque vous le voyez, il y a toujours ce dont je vous parlais la semaine dernière, enfin, dans la dernière vidéo, je veux dire, le pattern, c'est-à-dire reconnaître un schéma ici de maths. Donc on sait qu'avec la tour, on n'irait pas loin. Bon, qu'est-ce qui a été joué? Tour E8, autant faire quelque chose et protéger le pion. Très bien. Maintenant, comment vous continuez? Eh bien, Tarrasch, il a joué le coup roi F6. Il sacrifie encore un pion, mais maintenant, vous voyez dans cette position, je vous demande de la photographier dans votre esprit. Vous voyez une, deux, trois pièces, en fait des trois pièces des blancs complètement actives à leur maximum, à leur apogée, tandis que les pièces noires ne font pas grand-chose. D'accord? Il y a à la limite le cavalier qui est sorti, mais la tour est rivée à la défense de son roi, et le roi ne peut pas bouger si ce n'est sur G8, ce qui n'a rien de vraiment intéressant. Et dans cette position, eh bien, Réti a abandonné. Pourquoi? Alors imaginons un petit coup comme ça par exemple. Cavalier prend D4, gagne à nouveau un pion. Donc maintenant, on en aurait deux d'avance avec les noirs. Mais cette position, cette partie vous montre que finalement, ce n'est pas le rapport matériel qui importe, mais bien l'activité des pièces. Et maintenant, il y aurait le coup, par exemple, roi F7, attaque la tour. Si la tour s'en va, par exemple, tour A8, il y a fou G7, échec et mat. D'accord? Le roi contrôle maintenant la case G8. C'était donc une des idées de monter le roi pour mater. Donc vous voyez que l'activité du roi en finale très importante, par exemple pour mater. Et sinon, si on avait décidé de jouer à la place le coup tour G8 en prévision de fou G7, et bien maintenant vous pouvez mettre une dernière fois la vidéo sur pause et trouver l'échec et mat que Tarrasch infligerait à Réti. Ok, et dans cette position, le coup qu'il y aurait à trouver, ce serait tour D8, attaque et cloue la tour de façon totale, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas descendre la tour, puisqu'on n'en aurait pas le droit. Bon, dans tous les cas, ce serait bête, mais on n'en aurait pas le droit. Et donc, on se dirait, oui, mais si on prend la tour et qu'on élimine une pièce de l'adversaire, eh bien pareil, sacrifice de déviation pour dévier la tour du contrôle de la case G7 et maintenant suivrait fou G7, échec et mat. Je précise que cette partie a été inspirée par une autre très belle que je vais vous mettre en description. C'est la partie entre Alexander Alekhine, 4e champion du monde du jeu d'échecs, et Frédéric Yates. Et cette partie, c'est à peu près la copie, le modèle, la jumelle de la partie d'Alekhine jouée, aussi étrangement que cela puisse paraître, en 1922, la même année. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, ce qui me fera très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye!